Eh bien voilà, on va pouvoir commencer. C'est bon, tout le monde est bien installé? Alors allons-y. Ouais, il y a un micro de moins que le nombre d'intervenants, mais voilà, on va. N'hésitez pas pour autant à prendre la parole, bien sûr. Voilà. Philippe, vous me faites un petit signe hein, dès que vous voulez prendre la parole et n'hésitez pas effectivement à compléter les discussions des uns des autres. Bonjour à tous, bienvenue alors bienvenue au MIPIM, puisque voilà, on vient tous d'arriver, et bienvenue au stand France Architecture où nous inaugurons à l'instant les discussions. Toute la semaine, il va y avoir de nombreuses discussions, de nombreuses tables rondes qui vont prendre place ici. Et à l'instant, tout de suite, c'est la première discussion de cette semaine. Dans le cadre d'un cycle qui est organisé donc, sur ce stand tenu notamment par le ministère de la Culture et l'AFEX et tous les partenaires, l'association AMO, les CAUE, l'AMAF aussi et tout un tas d'autres partenaires. Plusieurs rencontres chaque jour vont avoir lieu ici et je vais avoir la chance d'en animer quelques-unes ainsi que ma consoeur Christine Desmoulins, journaliste. Moi-même, c'est David Habitant, voilà, journaliste d'architecture. On va parler aujourd'hui de l'utilisation temporaire des espaces en friche. On a une petite heure pour évoquer la question ensemble. On va profiter de l'expérience de nos invités, Franck Makoviak, Fanny Cotet, Théo Lachmann et Philippe Risotti. Je vais vous présenter dans un instant. On va se nourrir en tout cas de vos témoignages. Et puis voilà, on a un début de public qui commence à nous suivre. Alors on va pouvoir aussi peut-être vous faire intervenir et essayer d'ouvrir la discussion au maximum. Un rapide tour de présentation avant de rentrer dans le vif du sujet. Tout au bout, nous avons sans micro Philippe Risotti, architecte, fondateur de l'agence Philippe Risotti Architecte. AJAP 2012, donc cette distinction du ministère de la Culture, les albums des jeunes architectes et paysagistes. On va avoir pas mal de représentants des AJAP tout au long des 3 jours du MIPIM ici sur le stand France Architecture. Et c'est vous aujourd'hui, Philippe, pour commencer. Vous avez longtemps été dans le collectif Existe, qui était à l'origine du pavillon de France avec Patrick Bouchin à la Biennale de Venise, c'était en 2006. Et vous menez depuis, en plus de votre activité d'architecte, tout un travail de recherche aussi sur la réduction de l'empreinte carbone dans la construction qui a mené notamment à l'exposition L'empreinte d'un habitat qui était présentée jusqu'à peu au pavillon de l'Arsenal à Paris. Et puis vous menez également tout un travail de longue date sur les espaces délaissés et on va pouvoir évidemment en dire plus que quelques mots dans les 30 minutes, 45 minutes, 60 minutes que l'on a devant nous. À côté de vous, c'est Théo Lachmann. Vous êtes chargé des partenariats, Théo, à l'association France Tiers-Lieux, où vous mettez en relation des tiers-lieux avec des potentiels occupants. Là encore, on est bien au cœur de nos discussions, donc on va pouvoir en parler. Tout comme Fanny Cotet, finalement, puisque vous êtes... Fanny, vous représentez l'association... qui n'est pas une association... qui est une coopérative, voilà, oui, qui va représenter la coopérative Plateau Urbain. Vous êtes actuellement en train de réaliser une thèse sur l'accès au foncier et à l'immobilier dans les marchés tendus des acteurs du monde associatif, de la culture et de l'économie sociale et solidaire. Tout ça pour dire qu'à Plateau Urbain, vous êtes tout à fait au cœur de votre sujet puisque vous la réalisez cette thèse dans le cadre d'un contrat de recherche comme on peut le faire dans certaines structures. Plus largement, on va parler voilà, de l'occupation temporaire des espaces en friche via Plateau Urbain, c'est-à-dire la spécificité, c'est de mettre en relation des espaces temporaires avec des locataires qui cherchent des bureaux à des prix plutôt abordables. Donc voilà, tant que les projets sont en discussion, tant que les lieux sont entre deux, entre une ancienne occupation et un futur projet, et ben, Plateau Urbain prend place et permet à toutes ces structures de pouvoir trouver des bureaux. Et puis à mes côtés, Franck Makoviak, bonjour à vous, vous êtes directeur de l'immobilier pour l'association Aurore. Il y a eu quelques petites mises à jour, mais est-ce que jusque-là, tout est bon? si vous voulez nous dire un mot de l'association Aurore. Tout à fait. Alors l'association Aurore est déjà une vieille structure puisqu'on a fêté nos 150 ans l'année dernière. Une association qui est née au cœur de Paris en 1870. Au départ pour les sortants de prison et qui a beaucoup grossi, qui a beaucoup grandi depuis puisqu'aujourd'hui on présente à peu près 250 dispositifs. On accueille environ 90 000
personnes dans nos différents centres tous les ans et on emploie plus de 2000 salariés. Et j'ai la chance d'être le directeur de l'immobilier de cette structure qui est d'abord un utilisateur d'immobilier. Donc l'immobilier n'est pas au cœur de l'action, mais on a besoin d'immobilier, donc c'est essentiel de maîtriser cet élément-là. Effectivement, et c'est vrai que si on vous retrouve aujourd'hui dans le cadre de notre discussion, c'est parce que Aurore fait partie des acteurs que l'on voit très souvent dans le cadre de ces utilisations temporaires d'espaces en friche. Vous l'aurez compris, c'est le sujet du jour. Au passage, c'est un sujet qui a été programmé il y a 2 ans, comme le MIPIM qui a été programmé il y a 2 ans. Et puis finalement, voilà, les évolutions, que ce soit de l'économie mondiale, avec notamment les derniers rebondissements, on va dire, l'évolution des modes de vie, l'évolution de nos villes aussi, font que cette question, elle est toujours, si ce n'est plus encore, d'actualité. Toutes ces nombreuses friches, notamment industrielles, qui entraînent des projets de requalification sur le long terme. Mais avant cela, bien souvent, on a besoin de projets intermédiaires qui vont soit participer à la préfiguration d'un lieu définitif, soit initier un projet pérenne, soit même, et c'est ce qu'on disait dans les 2 dernières présentations, soit même permettre des opportunités d'entre-deux pour... voilà, des lieux qui peuvent avoir des lieux vacants pendant un temps et qui vont permettre effectivement d'être utilisés à d'autres fins. On va tenter de répondre à plusieurs questions cet après-midi. On va essayer de comprendre pourquoi ces utilisations d'espaces temporaires en friche, quelles formes peuvent prendre ces occupations, qu'est-ce que permettent ces occupations et quelles en sont les limites. Et puis surtout, et j'aimerais bien qu'on insiste là-dessus, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on retient de tout ça, comment est-ce qu'on aimerait que ça évolue. Et on est ici au cœur du MIPIM, alors qu'est-ce qu'on peut aussi dire de toutes ces expériences-là pour nourrir des questions beaucoup plus larges à destination de l'ensemble du monde de l'immobilier. On va tâcher de répondre à cela tout au long de notre discussion, mais d'abord, pour bien comprendre les points de vue des uns et des autres, je vous ai demandé à chacun de venir les mains dans les poches, mais avec juste une image qu'on va commenter d'un mot, peut-être pour bien comprendre qui vous êtes, quel est le point de vue depuis lequel vous parlez. Et on va commencer avec vous, Philippe Risotti, si vous voulez emprunter le micro à votre voisin Théo. Voilà. Philippe Risotti, je rappelle, vous êtes architecte, fondateur de l'agence Philippe Risotti Architecte. Et vous nous avez amené cette photo de la République éphémère. C'était à la Condition publique. Alors non, c'est pas la bonne image. C'est pas la bonne image, pardon. Non. Et j'ai fait une inversion des 2 images alors. Voilà. On va recommencer. Vous nous avez apporté cette image de la République éphémère. On est à Roubaix, c'est ça, et c'était en 2004. C'est ça, c'est à Roubaix en 2004. En fait, c'est une occupation temporaire qui est réalisée avec une association qui s'appelle les EASA, c'est European Architecture Student Assembly, qui est en fait un regroupement d'étudiants en architecture. C'est un summer camp en fait pour étudiants en architecture. Et pour cette occasion, en fait, avec le collectif Exist qui était fraîchement constitué puisqu'il est né en 2003 à la rencontre de 3-4 copains en architecture, on a occupé une friche attenante à la Condition publique, donc à Roubaix, qui est un projet qui a été dessiné par Patrick Bouchin, excusez-moi, et qui en fait nous a permis d'occuper une friche de 5000 m² dans lesquelles ont habité 450 étudiants pendant le temps d'un été. En fait, ça a duré exactement 2 semaines, 1 mois total avec le temps de préparation. Et en fait, pour nous, ça a été aussi l'occasion de faire une proposition qui ensuite a été reprise notamment par Bellastock, de faire un jeu d'autoconstruction à l'échelle 1, c'est-à-dire que les étudiants ont participé à la construction de ce campement temporaire. Et pour nous, l'idée, c'était vraiment d'expérimenter sur la base d'échafaudage la capacité à vivre ensemble avec un minimum de moyens. Il faut imaginer qu'on avait à peu près un budget de 30 € par personne pour faire cet abri géant, et aussi en s'inspirant de quelque chose qui était vraiment dans la culture du moment, puisqu'on est en début des années 2000, on est en plein dans les raves, c'est toutes les années 90, et c'est aussi un moment où en même temps cette culture commence un petit peu à s'émanciper d'une certaine manière, on est dans quelque chose qui est né de l'underground mais qui commence un petit peu à s'institutionnaliser puisqu'on est accueilli quand même par la Condition publique. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette communauté ensuite a été assez effervescente. Il y a Manu Chao qui est venu, qui a enregistré un album, il y a Too Many DJ
DJ qui a enregistré un autre album. Enfin voilà, on a créé aussi une vraie communauté culturelle au-delà de cet événement. Et ensuite, on a commencé à reproduire finalement ce type d'événement à l'échelle française puis européenne. Comment est-ce que ça s'inscrit? Tiens, on est sur un projet assez ancien pour vous, on est en 2004. C'était même avant, je crois, la création de votre agence, hein, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, c'est vraiment la première partie de mon activité entre le moment où je suis étudiant dans les années 2000 jusqu'à 2010 où j'ai quitté le collectif Existe. Et la question que je vous pose, je pourrais la poser à tous les étudiants qui ont participé à ces festivals Bellastock, hein, vous le citiez à l'instant, mais c'est des festivals qui ont lieu encore aujourd'hui chaque année où tous les étudiants d'écoles d'architecture de France se regroupent pour créer une ville éphémère. Ça rentre, on va voir Antoine Aubinet de Bellastock dans d'autres tables rondes cette semaine, mais on aurait pu l'inviter ici aujourd'hui aussi, parce que ça rentre tout à fait dans notre problématique de l'occupation temporaire d'un espace. Comment est-ce que cette expérience-là vous a pu nourrir peut-être d'autres projets par la suite? Est-ce que ça a été un déclencheur pour vous ou une parenthèse? Non, ça a été vraiment le déclencheur dans le sens où ça c'est déjà le deuxième projet parce que le premier projet était notre diplôme. On a occupé un terrain vacant en marge du parc de la Villette en fait et je suis d'ailleurs aujourd'hui je travaille toujours pour la Cité des Sciences dans ce parc donc ça fait 20 ans que je travaille à le transformer, c'est plutôt intéressant. Et celui-ci, c'est le moment où finalement notre petit groupe d'amis est devenu vraiment, s'est constitué en tant que collectif et s'est ouvert les portes de l'Europe, même du monde, puisque c'est des actions qu'on a commencé à mener. Ensuite, on est parti à Berlin, on en a fait en Italie, on en a fait en Espagne. Et ça a permis aussi de créer une communauté autour de ce type d'action, puisque c'est là qu'on a rencontré Stalker, qu'on a rencontré Raum Labor, et que finalement, cette pratique émergente a commencé à s'organiser avec ces différents acteurs et surtout, au-delà de défricher des lieux, finalement a commencé à avoir un peu de presse et à prendre forme et à s'organiser. Moi, je suis parti ensuite en 2010, puisqu'on en parlait, un petit peu fatigué aussi, parce que d'habiter dans des friches, c'est quand même des moments assez difficiles, hein, assez physiques, parce qu'on part, on est non seulement programmateur, on est aussi constructeur, donc, puis ensuite on est habitant. Et les dernières expériences ont été vraiment d'une extrême violence, puisque ça a été à l'occasion d'un programme également cofinancé par l'Alliance française à l'époque, qui s'appelait Momento Monumento au Brésil, dans le cadre de l'année de la France au Brésil, où là on a vraiment fait une action très engagée avec le mouvement des Sem Teto à São Paulo, de cette fameuse tour dont beaucoup de gens ont vu l'incendie il y a quelques années, dans lequel beaucoup de gens ont péri. Donc j'ai aussi vu la limite de l'exercice, c'est-à-dire que c'est des projets qui sont extrêmement intéressants, très vivants, très joyeux, mais dans lesquels il y a une confrontation très forte avec le pouvoir politique et l'économie, et dans lequel, à un moment, on arrive aussi à ces limites d'action. Ça, c'est pour votre expérience propre, et si on élargissait plus largement entre un moment comme ça et d'autres occupations temporaires d'espaces en friche, des occupations temporaires, mais peut-être un peu plus pérennes. C'est-à-dire, quel est le lien entre ce qu'on voit ici, où on est vraiment dans un espace minimum, hein, c'est quelques bâches posées sur des échafaudages pour séparer des espaces. Quel est le lien entre ça et qu'est-ce qu'on connaît d'autre comme espace, comme utilisation temporaire? Je pense à, je sais pas, le 6B à Saint-Ouen, ou même des espaces d'ailleurs temporaires qui sont devenus pérennes finalement. C'est bien la même ADN qui est à l'origine de tout ça, ou alors est-ce qu'on peut dissocier différentes manières d'utiliser comme ça des espaces en friche? Le meilleur moyen de défricher un espace, c'est de l'habiter. Et ici, ce qu'on fait, c'est la démonstration qu'avec très peu de moyens, on peut installer de l'eau chaude, de l'eau courante, on peut donner à manger, on peut faire dormir, et finalement, on peut prendre possession d'un lieu et commencer, plus qu'à l'occuper, à vivre en fait, et à refaire vivre ce lieu qui, jusqu'ici, était porte fermée, oublié. Vous parliez du 6B, le 6B c'est Julien Belair qui est donc un des personnes qui nous a rejoint quelques années plus tard dans le collectif Existe. Et si le 6B a tenu, c'est parce que les gens sont restés et qu'ensuite ils ont commencé à pérenniser et activer. Et donc au-delà des moyens physiques pour occuper, ce qui est le plus important, c'est justement cette vie, c'est cette programmation, c'est le fait qu'il y ait finalement une programmation culturelle, souvent
souvent, hein, parce que c'est le premier, mais aussi résidentiel à terme, parce que c'est ce qui permet de pérenniser. Et je pense que plus que la matérialité, c'est vraiment la capacité à stabiliser des gens dans un endroit en devenir. Et peut-être que la chose la plus intéressante, c'est quand et c'est ce que je raconterai dans la deuxième expérience, c'est quand on se sert finalement de cette expérience du vécu pour justement reprogrammer cette transformation. Puisque souvent les choses sont construites presque mentalement et a priori, alors que quand elles sont vécues, elles peuvent être transformées de manière différente puisqu'elles se nourrissent de cette expérience. Effectivement, on va y venir et peut-être aussi, notamment avec vous, Fanny Cotet, sur combien des expériences temporaires peuvent amener ensuite des utilisations plus pérennes. Si vous voulez bien, Philippe, passez votre micro à votre voisin, Théo Lachmann, et on a un spectre dont on a vu une extrémité, on va voir l'autre extrémité, temporellement au moins, puisque de cette expérience de 2004, on va se rapprocher de nous et c'est peut-être pas une des dernières friches, il y en a de toute façon des tiers-lieux, ils s'en créent, on en voit beaucoup. Ouais. Mais disons un exemple récent et surtout un exemple notable parce qu'il était en lien avec la création de France Tiers-lieux, c'est la Cité Fertile à Pantin. Alors si vous pouvez nous dire un mot de la Cité Fertile et un mot de France Tiers-lieux qui institutionnalise d'une certaine manière ces utilisations qui jusque-là étaient... je vais pas les qualifier ces utilisations, mais disons qu'elles étaient un peu à côté, voilà. Oui, alors je dirais pas forcément institutionnalisé, mais je dirais plutôt accompagné, vraiment. Alors la Cité Fertile, c'est un ancien lieu appartenant à la SNCF qui a permis donc à plusieurs collectifs de se mettre en place. Et c'est surtout le lieu qui a accueilli le premier Conseil national des tiers-lieux en 2019. Donc qui a été organisé en partie par le gouvernement, mais qui fait suite à la mission coworking et à la mission Faire ensemble pour mieux vivre ensemble, menée par Patrick Lévy-Weitz, le président actuel de l'association France Tiers-lieux. Et donc c'est vraiment ce temps, c'est le point d'orgue d'entrée en fait, vraiment de l'association en exercice. Le Conseil national des tiers-lieux, c'est toute la légitimité de notre association, en partie en tout cas, puisque c'est plus de 60 personnes en fait qui sont émergentes, qui viennent de cet écosystème en fait, qui émergent de l'écosystème des tiers-lieux. Donc les tiers-lieux, pour vulgariser très, très rapidement, c'est la société civile qui s'organise, qui entreprend sur son territoire pour répondre à un besoin. Donc on a plein de formes de tiers-lieux différentes. On a des associations, on a des collectifs qui ne sont pas formés juridiquement. Il y a des entreprises, il y a des coopératives. Et ils sont sur plein de thématiques très diverses, donc la culture, l'agroalimentaire, le nourricier, l'éducation populaire. Il y a un ADN commun quand même qui est vraiment d'expérimenter, d'essayer d'innover et de faire aussi avec peu de moyens et d'inclure les habitants sans cesse, puisqu'on est sur une démarche très locale pour pouvoir apporter des solutions et essayer de faire ensemble, en fait. C'est vraiment ça. C'est vrai que c'est un mot, disons-le, ça peut être assez utilisé de façon un peu fourre-tout parfois, ce mot de tiers-lieu, mais alors dans la définition que vous en donnez, et peut-être dans la définition courante, c'est pas forcément lié à un espace en friche qu'on va réutiliser de façon temporaire, mais dans les faits, c'est souvent le cas. C'est souvent le cas. En tout cas, les tiers-lieux font vraiment... naissent très, très souvent des friches, puisque de toute façon, il y a aussi cette idée d'habiter le lieu, alors que ce soit à côté, ou en tout cas de vivre à côté de ce lieu. Effectivement, les friches font vraiment partie de ce mouvement des tiers-lieux. On a beaucoup de tiers-lieux qui naissent de friches, et on a beaucoup de tiers-lieux qui sont dans, aujourd'hui, des occupations temporaires, ou qui sont, qui sont ici, qui émergent grâce à des mises à disposition de collectivités, de propriétaires. Mais il y a toujours cette idée quand même d'instabilité. On a très peu de tiers-lieux qui sont propriétaires, on a beaucoup de tiers-lieux dont les personnes morales vont être locataires, mais c'est très lié aux friches. Et puis c'est vrai que si on parle des friches culturelles et de tout ce mouvement qui vient des lieux libres, culturels, libres et indépendants, les tiers-lieux s'inspirent beaucoup de ce mouvement-là aussi, et c'est aussi re-questionner la démocratie. Donc c'est aussi se dire peut-être qu'on peut se réapproprier certaines façons de faire, se réapproprier certains lieux,
qui sont inutilisés. Donc vraiment, il y a cette idée de se dire, bon, bah, les espaces libres, les espaces vacants doivent être utilisés. Il y a cette idée de valorisation, mais pour aller plus loin, c'est se réapproprier aussi une certaine vision de la démocratie et de l'inclusion sociale. On est vraiment dans cette idée de pratiquer un lieu pour construire une communauté. Donc voilà, on est toujours dans ce rapport quand même avec le lieu physique. Aujourd'hui, on peut questionner un peu la naissance de tiers-lieux numériques. Il y a certains acteurs qui disent, est-ce qu'un tiers-lieu peut être finalement aussi totalement déconnecté d'un lieu physique ? Bon, aujourd'hui, on est vraiment sur, en tout cas, nous, de ce qu'on voit, on voit qu'il y a ce besoin physique de présence, d'inclusion avec les gens et avec les élus, avec les autres associations. Et donc nous, France Tiers-Lieux, on a vraiment démarré à ce moment-là, en 2019. On est là pour faire un peu cette rencontre entre les politiques publiques et les tiers-lieux, ce mouvement vraiment citoyen pour essayer de les développer, les accompagner et puis acculturer aussi les élus locaux à cette démocratie, à cette nouvelle façon de faire démocratie. Mais alors, pour bien comprendre encore une fois hein, votre rôle à vous et plus largement le rôle de France Tiers-Lieux, elle existait tout de même cette mise en relation entre l'occupant et le lieu. Alors on va le voir juste après avec Fanny Cotet. Plateau Urbain s'en charge dans un cadre spécifique qui est une occupation à définition de bureau. Enfin, vous allez nous en dire un petit peu plus, Fanny, juste après. Mais où est-ce que vous vous situez par rapport aux acteurs déjà existants, Théo Lachmann ? Alors, les tiers-lieux existaient avant France Tiers-Lieux et ils existeront sans doute après France Tiers-Lieux, voilà, sur du long terme. Nous, on est en tout cas, bien sûr qu'ils existaient. Nous, on a cette capacité, en tout cas, cette volonté d'avoir un acteur national qui puisse faire ce lien avec les politiques publiques, les pouvoirs publics et aussi des acteurs privés qui comprennent pas forcément, qui ont du mal à bien comprendre ce que c'est que ce mouvement, qui sont pas forcément, qui n'ont pas le même langage. On a beaucoup d'investisseurs, enfin il y a des investisseurs avec qui on discute qui savent pas comment accompagner, qui sont pas rassurés face à ce mouvement-là. Donc on est là aussi, pas du tout pour standardiser les tiers-lieux. On est vraiment là pour dire ok, nous on arrive à réunir tout le monde autour de la table pour mettre en place des projets, pour discuter avec eux. Et rendre les tiers-lieux un peu plus forts parce qu'on les accompagne. Mais bien sûr que tout se fait surtout à un niveau très local. Il y a peut-être un saut aussi un peu officiel qui va faciliter certaines choses. Bien sûr, tout à fait. Et ce saut officiel, je pense que c'est aussi la labellisation de certains tiers-lieux. Donc France Tiers-Lieux a accompagné au démarrage la labellisation de 300 fabriques de territoire. Donc c'est des tiers-lieux sur du long terme. Là, il y a quand même une vision, on se dit, pendant 3 ans, il va y avoir un gros coup de pouce financier qui permet de labelliser 300 lieux qui vont être des tiers-lieux un peu plus dans le sens où ils vont pouvoir accompagner l'émergence d'autres tiers-lieux. Il y a cette idée aussi de mise en réseau très forte au sein des tiers-lieux. Comme on est dans des moyens qui sont très faibles, de toute façon, voilà, les associations ont toujours fonctionné comme ça et c'est exactement ce que font les tiers-lieux, c'est de travailler ensemble avec d'autres acteurs et de se mettre en réseau très facilement. Le numérique facilite beaucoup ça puisque c'est dans l'ADN des tiers-lieux. Mais voilà, nous, il y a eu cette idée un peu quand même de faire un coup de pouce, une visibilité. Les fabriques de territoire, c'est une vitrine aussi pour les autres élus, pour les autres acteurs privés qui vont participer à l'émergence et au développement des tiers-lieux. Et aujourd'hui, on parle aussi d'autres labellisations. Il y a par exemple Manufacture de proximité qui réinterroge la production locale. Donc voilà, c'est vrai que c'est des moyens de valoriser ce que font les tiers-lieux d'un point de vue de l'État. C'est l'État qui montre qu'il valorise ça, mais derrière, il y a cette idée quand même d'essaimer et de montrer que c'est des points d'entrée pour accompagner d'autres porteurs de projets et d'autres tiers-lieux. Voilà. Alors on salue nos voisins du stand Impact Capital. On va faire cohabiter les deux tables rondes, je pense, sans aucun problème. On espère, mais ça va, on arrive à s'entendre, on espère que pour vous aussi ça va aller. Et on va continuer. Fanny Cotet, vous avez la chance de prendre la parole à ce moment-là pour nous dire un petit mot de cet espace-là. Pardon pour la définition de l'image. On est à Paris, dans le 14e arrondissement. Et c'est un lieu qui représente un moment dans l'existence de Plateau Urbain. Alors c'est peut-être l'occasion de resituer Plateau Urbain et de nous en dire un petit peu plus sur ce lieu, Fanny Cotet.
tout à fait. Bon, alors désolé pour la qualité qui était pourtant dans notre top 10 des photos de lieux. Alors ici, on est dans un lieu d'occupation transitoire qui s'appelle le Village Reille. On est dans le 14e arrondissement de Paris et on est dans un ancien couvent, qui est un ancien couvent des sœurs franciscaines Marie de la Passion, si je ne me trompe pas. Et donc on est arrivé il y a une bonne année maintenant dans ce lieu et j'avais choisi cette photo pour illustrer un peu la diversité des occupations temporaires et des lieux qu'on peut récupérer avec Plateau Urbain. Alors Plateau Urbain, du coup coopérative d'occupation temporaire, mais on dit aussi d'immobilier solidaire parce qu'on n'est pas forcément uniquement sur de la question du temporaire. L'idée, c'est de mettre à disposition des lieux vacants pour des acteurs de l'ESS, des acteurs du monde culturel ou encore des associations. J'avais en tête l'image de Plateau Urbain qui permet de créer des espaces de bureaux. C'est un peu plus large que ça alors finalement ? Oui, tout à fait. On a lancé une grande enquête il y a à peu près un an et demi pour savoir un peu qui étaient les occupants qui venaient dans nos lieux. Donc on n'est pas que sur de l'espace de bureau, on a aussi vraiment beaucoup de collectifs d'artisans, beaucoup de collectifs d'artistes. Et donc on est aussi sur des espaces parfois de locaux d'activité où il y a besoin de créer, il y a besoin de pouvoir faire de la poussière, etc. Donc en fonction des bâtiments qu'on récupère, on a plusieurs typologies de lieux. Mais l'idée, c'est effectivement d'être un peu cette étape en temporaire, de pouvoir offrir un espace de travail accessible à des tarifs en dessous des prix du marché, c'est-à-dire juste au prix des charges, puisque le temps du temporaire permet cette chose assez magnifique. Alors c'est un petit peu étrange de dire ça au salon de l'immobilier, mais de créer une espèce de bulle, un espace-temps un peu temporel où on fait sauter la valeur de marché qui est le loyer et on peut arriver à faire un immobilier décoté pour des acteurs du monde de l'économie sociale et solidaire. En contrepartie, pour les acteurs en question, c'est aussi pas mal d'incertitudes, notamment pour ce qui est du bail en question. Ils vont signer pour 6 mois, on va leur dire finalement peut-être que vous pouvez reprolonger de 3 mois encore, ou c'est un peu comme ça que ça se passe Alors c'est pas tout à fait comme ça. Quand on intervient maintenant, Plateau Urbain, on a la chance d'être de plus en plus connu et donc d'avoir la capacité d'être un peu de plus en plus exigeant aussi. Donc on n'intervient jamais, en tout cas on essaie de le faire en dessous d'1 an d'occupation transitoire. Et on demande toujours aux propriétaires avec lesquels on intervient de nous prévenir 6 mois avant s'il y a une reconduction du bail. Donc très régulièrement, nos occupations transitoires effectivement sont reprolongées et reconduites, puisque comme on arrive dans un temps un peu d'interstice de la production urbaine et immobilière, et effectivement les permis de construire mettent parfois du temps à arriver, les réhabilitations mettent du temps à se faire, et donc on arrive à occuper avec davantage de temps. Ce que j'ai pas dit aussi sur Plateau Urbain, c'est qu'on est tout le temps... Alors on essaye vraiment, on est un collectif d'urbanistes à la base, on n'est pas que créateur de lieux et gestionnaire de tiers-lieux, et donc on a vraiment à cœur d'aller travailler sur la question de la ville, de l'accès à la ville, de la programmation urbaine, et donc on intervient le plus souvent possible, en tout cas avec les acteurs de la grande précarité ou de l'hébergement d'urgence. Ça, je laisserai sans doute Franck le présenter. Donc, on travaille beaucoup avec l'association Aurore ou encore le groupe SOS sur Marseille. Et donc, on a 7 lieux sur nos 17 occupations temporaires actuelles qui sont des occupations mixtes avec de l'hébergement d'urgence. Et ça, on trouve intéressant, en tout cas, de pouvoir, dans les cœurs de ville et dans les grandes métropoles, redonner cette place soit à des habitants et des personnes qui sont exclus de la ville, soit à des acteurs de l'ESS qui sont un peu exclus du marché immobilier classique. Et justement, puisqu'on a cité depuis tout à l'heure quelques acteurs, pour bien comprendre l'articulation entre chacun d'entre eux, vous parliez du groupe SOS, à côté de vous on a Aurore qui va nous être présentée dans un instant par Franck Makoviak. Il y a Yes We Camp aussi qui a été à l'initiative de pas mal de tiers-lieux. Est-ce que vous pouvez nous dresser une présentation, puisque c'est aussi le sujet de votre recherche que vous menez en parallèle du côté de Plateau Urbain. Est-ce que vous pouvez nous dresser comme ça un peu le périmètre des grands acteurs qu'on retrouve sur chacune de ces occupations? On n'a pas pu inviter tout le monde aujourd'hui, alors effectivement. Alors sur le volet un peu occupation temporaire, occupation transitoire, occupation éphémère, mais aussi tout ce qui est plutôt rattaché à, comme le présentait Philippe, à la permanence architecturale, permanence territoriale, puisqu'on a beaucoup travaillé aussi dans le cadre d'un projet spécifique avec entre autres Patrick Bouchin ou encore Sophie Ricard. Donc il y a l'ensemble tout un ensemble d'acteurs qui gravitent autour de ces sujets qu'on pourrait qualifier un peu d'urbanisme alternatif, en tout cas aux métiers et aux pratiques classiques de la production de la ville.
Donc on travaille beaucoup, effectivement, avec Yes We Camp, on est sur beaucoup d'occupations avec eux, puisqu'on n'a pas les mêmes métiers, donc on est très complémentaires. Sur ce projet du Village Rail, ce qui est très intéressant aussi, je l'ai choisi pour ça, c'est qu'on travaille avec l'association Caracol, en plus, qui permet de faire des colocations solidaires. Donc on a vraiment... Voilà, en tout cas à cœur de diversifier les programmations de nos bâtiments. Et on n'est pas du tout sur de la programmation un peu classique, on est sur un concept qu'on appelle de programmation ouverte, où on laisse effectivement les choses advenir. Et donc l'idée, c'est juste de mettre à disposition un espace vide et ensuite de voir ce que les acteurs vont en faire. Et donc on a plutôt un responsable de site qui va ensuite animer une communauté et qui va venir mettre en musique ces différents acteurs en tant que tels. Et bien voilà, justement un acteur parmi d'autres, c'est vous Franck Mackowiak au nom de l'association Aurore, qu'on retrouve souvent dans le cadre de ces occupations temporaires, mais pas que. L'association Aurore a aussi des hébergements plus pérennes, si je ne m'abuse. En tout cas, vous êtes venu avec une image, enfin vous êtes venu avec une idée, je l'ai mise en image, c'est Les Grands Voisins, qui était peut-être un de ces tiers-lieux les plus connus à un moment. En tout cas, il a beaucoup marqué l'histoire de ces lieux-là, et Aurore y était présent. Oui, il me semblait pertinent de retenir ce site qui est quand même très connu, qui a fait l'objet d'un certain nombre de travaux, de publications, de visites aussi politiques diverses et variées. C'est un lieu iconique et très représentatif de ce qu'on peut faire en termes de tiers-lieux, en termes d'occupation temporaire. Il est aussi hors norme parce qu'il était gigantesque, on peut dire, sur plusieurs hectares, avec tout un ensemble de bâtiments, puisqu'il s'agissait de l'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul, à l'échelle d'un quartier complet, en fait, qui va devenir maintenant un nouveau quartier de la ville de Paris, au cœur de Paris, dans le 14e arrondissement, non loin de la place d'Enfer Rochereau. Mais avant de revenir sur cette expérience proprement dite, il me semblait important de remettre en perspective ce que ça représente pour nous, les occupations temporaires. Alors je vous disais tout à l'heure que l'association Aurore a 150 ans, elle s'est développée progressivement pour atteindre la taille qu'elle a aujourd'hui. Pour nous, ce n'est pas une fin en soi de faire de l'occupation temporaire, c'est d'abord une opportunité du fait du marché tendu, hyper tendu, en particulier en Ile-de-France, qui est notre zone d'activité principale. Plus de 90% de nos dispositifs sont en Ile-de-France. Et c'est donc la réflexion au départ de se dire, est-ce qu'on a moyen de créer de lieux différents, nouveaux, en plus des lieux pérennes qu'on a toujours vocation à créer pour abriter, héberger, accueillir les différents publics qui sont donc les personnes les plus défavorisées de notre société. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'ai parlé que du premier dispositif historique d'Aurore qui était destiné à accueillir des sortants de prison. On fait toujours cette activité, toujours dans le même lieu dans Paris, dans le 15e, mais bien évidemment, on a diversifié. On accueille des personnes qui sont à la rue, qu'ils soient migrants ou non, des personnes qui souffrent de problèmes d'addiction, de différentes substances. Aujourd'hui, on parle beaucoup des consommateurs de crack dans Paris. On est très actif sur ce sujet-là. Et on accueille également tout un tas de personnes qui peuvent souffrir de différents troubles qui n'arrivent pas à s'insérer correctement dans la société. Et donc, une fois qu'on a fait ce constat qu'on n'arrivait pas à trouver de l'offre pour tout le monde, en particulier en Ile-de-France, mais c'est vrai aussi dans l'ensemble des grandes métropoles françaises, on s'est dit il y a peut-être quelque chose à faire. Et c'est comme ça que sont nées les premières occupations temporaires. Donc ça fait maintenant une dizaine d'années qu'Aurore occupe des lieux de manière temporaire, j'ai envie de dire... très régulièrement, puisque par définition ça s'arrête à un moment donné, donc il faut trouver une solution après pour reloger les personnes. Donc là aussi, c'est pour ça que c'est pas une fin en soi, parce que ça n'a pas tellement de sens de prendre les personnes alors qu'on prétend les mettre à l'abri, les insérer, les soigner, les mettre là à un instant T à un endroit et après les déplacer pour les mettre à un autre endroit. En particulier lorsqu'il y a des familles avec des enfants, parce que, qui dit enfant dit scolarisation, si on doit les déplacer dans un autre secteur, enfin voilà, je vous passe les détails, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure. Mais en tout cas, pour nous, c'est important de dire cela, de rappeler que c'est pas une fin en soi, même si aujourd'hui, ça nous apporte quand même énormément de solutions.
actuellement, nous exploitons une dizaine de dispositifs pour plus d'1 millier de places, notamment dans Paris et Première Couronne, pour héberger différentes personnes. Donc je reviens sur notre expérience des grands voisins, qui est iconique également pour les partenariats qui ont pu se développer, parce que c'est la première fois qu'on a travaillé en pleine collaboration avec Yes We Camp et Plateau Urbain. Donc la convention d'occupation était portée par l'association Aurore, mais tout le fonctionnement du site était vraiment basé sur une mutualisation et un fonctionnement partagé avec une convention entre ces trois partenaires. Et qu'on a reproduit par la suite, alors parfois avec Plateau Urbain qui porte la convention, parfois Yes We Camp, etc. Enfin, voilà, il n'y a pas de schéma complet, ça dépend, enfin unique, pardon. Ça dépend surtout qui a l'opportunité de maîtriser ce site. Et j'ai également choisi le site des grands voisins dans la logique de pérennisation. Parce que ce n'était pas prévu au départ, mais de fil en aiguille, en discutant avec l'aménageur, qui est Paris Métropole Aménagement, aménageur de la ville de Paris, il s'est avéré pertinent, et ils ont été en tout cas convaincus qu'il était pertinent de maintenir une occupation pérenne au-delà de cette occupation temporaire qui permettent d'accueillir des personnes défavorisées parmi les plus exclus de la société. Et à ce titre, nous aurons la chance, après 2024, je crois, lorsque les travaux seront terminés sur un des lots notamment, je crois le lot chaufferie, d'exploiter un centre d'hébergement d'urgence et une pension de famille. Donc c'est aussi l'illustration qu'on peut préfigurer, qu'on peut anticiper des choses par l'occupation temporaire, et je pense que ça rejoint ce qui a été dit déjà par mes camarades précédemment, mais on pourra y revenir également tout à l'heure. Mais alors justement, qu'est-ce qui fait que cette occupation temporaire, elle peut parfois, on souhaite souvent qu'elle préfigure une occupation pérenne derrière. Ce que je veux dire, c'est que c'est un heureux hasard finalement qu'on se retrouve à construire aujourd'hui un nouveau quartier dans Paris, dans le 14e arrondissement, et qu'on se dise tiens, on va proposer à une structure d'accompagnement, d'hébergement d'urgence de s'installer ici. Comment on en arrive là? Est-ce que c'est l'expérience Saint-Vincent-de-Paul qui montre que finalement on a raison de faire ça, c'est juste de le faire, ou alors est-ce que ça répond à d'autres logiques il fallait trouver un lieu pour Aurore et ça tombe bien, il y a ce quartier qui est en train de se construire? Au départ, c'était pas inscrit comme ça dans le scénario. Alors, qui dit création d'un nouveau quartier avec du logement, dit nécessairement du logement social, puisqu'il y a des obligations. C'est clair que c'est pas le réflexe ni des aménageurs, ni des promoteurs privés, et parfois pas non plus des bailleurs sociaux qui peuvent être bénéficiaires des lots destinés à la création de logements sociaux, de penser, intégrer des pensions de famille, des centres d'hébergement d'urgence, c'est-à-dire des dispositifs qu'on qualifie, nous, de très sociaux. Donc on est toujours en train de se battre, d'une certaine manière, à la fois pour faire savoir ce qu'on fait, quels sont les types de dispositifs qui peuvent être déployés, et aussi pour expliquer que oui, on peut très bien vivre en cohabitation, en mixité, entre des logements qui sont vendus plus de 14 000 € du mètre carré, je crois que c'était ça, les derniers prix sur le quartier. Donc, pas n'importe qui peut s'offrir ce prix au mètre carré. Et puis des personnes qui viennent de parcours d'exclusion, qui ont vécu des accidents de la vie, qui les ont menés à la rue, qui sont en parcours d'insertion. C'est vrai qu'encore aujourd'hui, c'est pas une évidence. Et je crois que là, ce qui a permis de faire émerger, c'est la présence, de montrer qu'on pouvait créer un lieu vivant qui mixait différents usages. À la fois donc ces personnes hébergées, ces personnes en situation de rupture sociale, des entreprises, des startups avec tout un tas d'activités. Enfin, là aussi, on pourra rentrer dans le détail des différentes activités qui étaient exercées sur le site des grands voisins, et sans que ça pose aucun problème, au contraire, puisque ça crée un certain nombre d'opportunités pour les uns et pour les autres. Vous voulez réagir, Théo Lachmann?
Oui, juste pour compléter, parce que effectivement c'est très vrai pour sur un projet qui est à ce point social comme ce que fait Aurore, mais c'est aussi vrai pour tous les projets au final qui ressemblent de près ou de loin à des projets de tiers-lieux qui ne sont pas dans cette pérennisation dès le départ. Et donc comment les pérenniser, et si c'est un enjeu, oui, parce que en amont, en fait, les collectifs qui ont eu un projet, des porteurs de projets vont pas pouvoir acquérir le foncier qui est aujourd'hui beaucoup trop élevé. Et donc on a beaucoup de porteurs de projets qui ont des idées incroyables, qui arrivent à embarquer des collectifs avec eux, d'autres associations, mais qui se retrouvent le bec dans l'eau parce qu'ils ne peuvent pas avoir ce foncier-là. Donc la mise à disposition temporaire, effectivement, c'est presque un moyen un peu de seconde main. Ça permet d'avoir une visibilité sur leurs projets, ça permet parfois de les rendre légitimes, mais si en tout cas en amont, nous on essaye déjà aussi de travailler en amont pour que ces porteurs de projets puissent acquérir du foncier. Donc on essaye de réfléchir à des outils, on essaye de travailler avec des investisseurs, on travaille avec les foncières solidaires qui peuvent être justement un moyen aussi d'accompagner les tiers-lieux dans l'acquisition de ce foncier-là. Et si c'est pas en amont, c'est après. Donc comment rendre pérennes des lieux qui sont d'abord immergés dans cette idée de transitoire, parce que souvent ça dépend aussi de couleurs politiques, ça dépend de la volonté de la collectivité. Et quand il y a autant d'énergie, quand un vrai projet de tiers-lieu s'est mis en place avec les habitants, qu'il y a des synergies qui se sont créées, derrière, c'est pas juste un projet de tiers-lieu qui part, c'est vraiment tout un projet de quartier, tout un projet de territoire qui peut s'effondrer. Et c'est dommage. Et donc, il peut y avoir des solutions. Et ces solutions-là, ça peut être des associations comme la nôtre qui essayent de faire ce lobbying auprès du gouvernement. Mais elles existent aussi parfois. Donc, typiquement, la labellisation, par exemple, il y a plusieurs collectifs de tiers-lieux qui vont avoir une labellisation espace de vie sociale. À Marseille, c'est souvent le cas, puisqu'il y a peu de centres sociaux, par exemple, dans certains quartiers. Et ainsi, le tiers-lieu a cette labellisation auprès de la collectivité. Il va se rendre légitime en apportant un service social, ou comme la Friche Belle de Mai, au final, petit à petit, en accueillant aussi des services à la population qui sont à la marge. C'est des lieux indépassables dans la ville. On parle de la Friche de la Belle de Mai, on va voir une image tout à l'heure, mais on peut pas tout le quartier autour, et on pourrait presque dire toute la ville autour bat aussi à ce rythme-là. Et alors justement, je voulais demander à Philippe Rizzotti, puisqu'on voyait tout à l'heure des projets bien plus anciens, je dirais même avant Saint-Vincent-de-Paul. Alors pour ma génération, j'imagine ça était peut-être un tournant, et on a vu ce qu'on pouvait faire dans une occupation temporaire. Peut-être un peu avant, on aurait pu dire la même chose de la Friche La Belle de Mai à Marseille, même si on n'est pas exactement dans la même situation, et c'est pas exactement le même projet. En tout cas, est-ce que vous aviez cette idée, Philippe Rizzotti, sur ces premiers lieux sur lesquels vous avez travaillé sans grande contrainte, et en tout cas avec une durée définie et a priori finie, quoi. Est-ce que vous aviez en tête tous ces possibles-là dont on vient de parler, ce monde très multiple qui peut venir s'y agréger, et l'idée qu'on va réfléchir à ce qui va rester sur place finalement? Il faut prendre ça en toute humilité, mais oui, un peu dans le sens où le postulat de départ, c'est qu'en fait, peut-être qu'on ne regardait pas les choses de la bonne manière. C'est-à-dire que ce que nous, on s'est dit quand on a commencé ces actions, c'est que finalement, tout était éphémère. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de différence entre quelque chose qui était pérenne, et que peut-être qu'à partir du moment où on comprend la vie comme étant un phénomène circulaire, et qu'on finalement règle la caméra de manière un petit peu différente, qu'on observe les phénomènes avec plus de distance. Par exemple, si vous regardez la vidéo des IMS qui montre la constitution de l'Empire romain, vous voyez comme quoi l'Empire romain n'est pas du tout quelque chose d'éternel. En fait, il s'est construit et déconstruit en 2000 ans. Et finalement, toute forme urbaine a des temporalités. Et nous, ce qui nous intéressait, du coup, c'était de s'insérer, de s'immiscer dans ces petits temps. Et de la même manière, ce qui nous intéressait également, c'était peut-être aussi à travers finalement cette réduction du temps, de peut-être découvrir aussi d'autres formes d'architecture. Et ce que je trouve intéressant, c'est que dans la manière dont le phénomène s'est développé, dont il se développe aujourd'hui, c'est qu'il offre de nouveaux possibles, puisque finalement le fait d'avoir des actions d'occupation qui se détachent de la valeur foncière permet d'offrir
de logement à des gens qui, a priori, ne pourraient pas en avoir. Mais finalement, c'est comme quelqu'un qui va se mettre dans un coin, dans une rue, à un endroit où il pourrait se sentir à l'abri des regards, à l'abri des autres et quelque part protégé. Et ce qui est intéressant, c'est que le phénomène, finalement, se construit, s'institutionnalise. Par contre, ce qui est un peu difficile, c'est que ça devient aussi prétexte à quelque part pérenniser ce type de réponse et de ne pas répondre aux problèmes de fond. Et ça, c'est le risque. Ouais. Dans les faits, en fait, on se rend compte alors peut-être c'est juste les tiers-lieux qui nous restent, mais l'autre jour, je faisais un peu une recherche sur des tiers-lieux que j'avais en tête. En fait, finalement, c'est assez rare qu'il n'en reste rien derrière. Et puis, on parlait du 6B. Bon, bah voilà, il a l'air de rester en place et peut-être éternellement. La friche La Belle de Maine, n'en parlons pas. Et on a encore tout un tas d'exemples comme ça où finalement, celui qui a été, finalement, Saint-Vincent-de-Paul, ça devient un exemple de quelque chose qui ne serait pas resté en place, alors même que finalement, le projet pérenne garde dans son essence quelques éléments du projet temporaire. Ce que moi je trouve intéressant dans le témoignage des différents acteurs, et en particulier de ce que tu racontais, c'est le fait que finalement cette action participe de la transformation. Et j'avais amené donc une autre image qui était celle d'une action menée à Roubaix, qui est dans un contexte complètement différent, Roubaix, parce que par rapport aux grands voisins, où là le foncier est exorbitant et finalement la solution qui est donnée par la temporalité, c'est d'offrir un abri à ceux qui n'auraient pas les moyens de s'y loger. Ici, on est dans un cas de figure inverse, où on a un bâtiment à haute valeur patrimoniale dans une collectivité qui n'a même pas les moyens d'entretenir et de protéger ce bâtiment à valeur patrimoniale. Le couvent des Clarisses est un couvent de néo-gothique et dans lequel en fait un autre collectif des anciens étudiants de l'école d'architecture et de paysage de Lille, dans laquelle j'enseigne actuellement, ont proposé une action d'occupation autour du terme de la frugalité. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le partenariat qui est né entre l'école d'architecture, qui était porteuse avec les anciens étudiants du projet, et finalement les étudiants qui ont participé aux différentes actions, ça a été d'abord du nettoyage, ça a été simplement des soirées, ça a été ensuite des expositions, on a travaillé à différents niveaux, jusqu'à, au bout de 3 ans, une remise en perspective, avec aussi une certaine remise en question de la programmation du NPNRU, dont les objectifs étaient finalement de revaloriser l'ensemble du quartier, mais la seule revalorisation qu'avait trouvé, les seuls outils de revalorisation qui avaient été trouvés, c'était la destruction des logements existants. Et là, du coup, l'occupation a permis de se rendre compte que la population n'était pas informée sur cette destruction à venir. L'objectif inhérent, c'était que finalement, on allait dédensifier pour revaloriser le foncier. Donc finalement redonner une valeur marchande plus importante et quelque part, la conséquence c'était la gentrification du quartier. Alors ce qu'ont proposé les étudiants, c'est déjà ils ont fait un diagnostic. On est tombé dans le contexte de la réglementation environnementale 2020, donc on a fait un diagnostic carbone de la destruction. Ce qui nous fait qu'on avait des chiffres assez lourds en termes de tonnes de CO2 potentiellement à préserver. Donc on est parti dans du très factuel, dans les nouveaux outils qui étaient à notre disposition. Ensuite on a fait des scénarios d'occupation alternatifs. Déjà, une grosse partie dans l'ensemble belge, c'est la barre de logement qui est aussi minée par des problèmes de trafic de drogue. Mais vous voyez, si on a vu la série The Wire, par exemple, on se rend compte que c'est pas forcément en dynamitant le quartier qu'on va régler le problème de la drogue, quoi. Donc on s'est dit, est-ce que ces appartements, on pourrait pas, par exemple, les donner pour faire des activités, donc du coup pour avoir différentes aussi chronotopies. Donc chronologie d'occupation du lieu, parce que la notion de chronotopie est assez intéressante, c'est quelque chose qui est importé d'Italie et qui nourrit énormément d'un point de vue théorique la manière dont on peut programmer des actions dans le temps. Et ensuite, qui a donné lieu à cet ouvrage, qui est simplement, finalement, s'appelle Recoudre les Peuls. Les Peuls, c'est un des quartiers les plus pauvres de France. Le salaire moyen, il est à 930 € et quelques par habitant. C'est 2500 personnes. Majoritairement quand même des gens issus de l'immigration, mais aussi beaucoup de personnes qui sont délocalisées de la région Île-de-France et remis à Roubaix, parce que foutu pour foutu, autant qu'on les mette là-bas, mais avec finalement un paradoxe, c'est qu'il y a une jeunesse qui s'empare de cette situation pour agir sur le fond et occuper ce territoire en essayant de proposer un truc alternatif. Et là où moi ça m'intéresse en tant qu'enseignant et chercheur, c'est finalement dans un temps où on se rend compte que l'État ou les collectivités n'ont pas forcément les moyens et les outils pour réfléchir à ces situations.
n'ont pas forcément le recours nécessaire. Peut-être que la prochaine étape, en tout cas celle que moi m'intéresse, c'est des actions conjointes qu'on peut mener avec ces acteurs, mais aussi avec les écoles, de manière à finalement reterritorialiser des actions et avoir une réflexion de fond et peut-être de manière plus fertile dans des territoires comme celui-ci où il n'y a pas la pression foncière et financière, où les enjeux finalement, quelque part, je ne vais pas dire, mais verdissent un petit peu l'ambition de la promotion. Mais là, on a des vrais problèmes de fond et je pense que c'est en s'unissant dans des territoires comme celui-ci qu'on peut créer aussi de nouveaux possibles et de ce point de vue-là, c'est intéressant. On comprend bien, en tout cas, voilà, le rôle de tout ça, de toutes ces questions-là dans l'évolution d'un quartier, d'un territoire plus largement. J'aimerais bien revenir un instant sur la question des différents acteurs, peut-être avec vous, Fanny Cotet. On a montré tout à l'heure on a montré la friche La Belle de Mai, on a montré aussi Saint-Vincent-de-Paul, les grands voisins, qui sont deux lieux pour le coup où on a vu. On l'a un petit peu dit déjà, mais on a vu vraiment des acteurs se retrouver à cette occasion-là et finalement créer ensuite des collaborations et voilà, mener des travaux. Les tiers-lieux, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé, aujourd'hui, et c'est normal, c'est le lieu de combien ça peut activer un quartier, mais est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu aussi ce qui concerne les liens entre les différentes parties prenantes et ça pourra peut-être être l'occasion ensuite de redonner la parole à l'association Aurore et de raconter comment ils peuvent s'intégrer aussi au sein d'autres structures en place. Oui, alors dans notre action, effectivement, je rejoins assez ce qui a été dit en tout cas là aujourd'hui sur cette table ronde. Pour l'instant, nous côté plateau urbain, en tout cas le côté temporaire est un peu, effectivement, comme le disait Franck, un outil et un moyen un peu de mettre le pied dans la porte à la fois pour pouvoir créer ces lieux de la coopération, rassembler différents acteurs avec qui on a envie de faire et en tout cas pour donner de la place, donc c'est ce que je disais à des acteurs en tout cas pour des loyers accessibles et des côtés. Et ce qui nous semble intéressant aussi, c'est que à la fois l'urbanisme temporaire, en tout cas cette question du temps et de comme le rappelait aussi, comme vous le rappeliez sur la question de la chronotopie, du chrono-urbanisme, c'est important et c'est vrai qu'il faut un peu se garder ces marges de manœuvre, ces marges d'expérimentation. En revanche, c'est pas la seule, la seule action qu'on mène avec Plateau Urbain et on a tout un volet de notre action aussi où on essaie de montrer à quel point le temporaire, le transitoire. Et l'exemple de Saint-Vincent-de-Paul est assez représentatif pour ça. C'est un moyen de mettre le pied dans la porte pour questionner les acteurs de la production urbaine et immobilière sur aussi comment arriver à produire une ville davantage accessible, d'intégrer de nouvelles manières de faire, etc. Et je trouve que c'est intéressant puisqu'on est sur le pavillon du ministère de la Culture et côté architecture, c'est-à-dire que Paris Métropole Aménagement, l'aménageur de Saint-Vincent-de-Paul, dans le cadre de son programme, et donc c'est ça qui était intéressant aussi en matière de coopération, a réussi à modifier et à ouvrir le cadre de ses marchés publics. Et donc là, on est vraiment sur la production et la commande publique en tant que telle, pour pouvoir intégrer cette expérimentation et voire intégrer même de nouveaux marchés pour se dire, finalement, l'occupation temporaire et transitoire a réussi à démontrer qu'on avait besoin d'un centre d'hébergement d'urgence. L'occupation temporaire a réussi aussi à démontrer que Saint-Vincent-de-Paul était une destination et qu'il y avait une forme de commercialité et des acteurs de l'ESS qui arrivaient à travailler là. Donc ils ont augmenté la surface dans le programme d'activité, en tout cas de cette question des rez-de-chaussée et de l'activité solidaire, en créant une forme de socle actif et de cours anglaise d'activité, et donc en augmentant ça dans le programme d'aménagement. Et donc c'est ça qui est intéressant, et en matière de coopération, pour revenir à votre question tout de même, je trouve que alors à la fois sur Saint-Vincent-de-Paul et à la fois comme on peut le faire ailleurs sur d'autres opérations, la création du conseil des voisins et d'un cercle de gouvernance, par exemple, sur les grands voisins, assez fort entre les trois acteurs, où l'idée était aussi d'alimenter le programme et où l'aménageur, en fait, s'est complètement aussi intégré dans l'idée d'aller réfléchir avec les usagers et de saisir vraiment toute la compétence de maîtrise d'usage qu'apportaient ces trois usagers qui étaient en train de coopérer. Alors c'est trois grosses têtes de réseau, mais ensuite derrière un peu l'ensemble des usagers. Mais c'est ça qui était intéressant, et je trouve que l'aménageur en tout cas a ouvert le champ du possible dans son projet urbain pour travailler différemment et coopérer différemment.
Et aujourd'hui, effectivement, nous, Plateau Urbain, on travaille en tant qu'urbaniste avec d'autres aménageurs, parfois aussi avec des promoteurs dans le cadre de concours immobiliers, et où on voit effectivement un peu une recomposition des modes de faire à ce niveau-là, et c'est ça qui est assez intéressant. Alors très souvent, voilà, on n'y va pas seul. Nous, on reste aussi sur notre compétence, en tout cas d'immobilier solidaire. Et concernant un peu le côté acteur, l'idée c'est aussi un peu de faire réseau. On est très souvent contacté pour parler de notre expérience, puisqu'on a lancé 45 occupations transitoires, je crois, depuis 8 ans maintenant. Et donc on a un peu ce cercle, en tout cas, où on est en réseau. On est aussi dans le cadre du comité national des tiers-lieux, où on partage, et on est dans le cadre des groupes de travail pour voir comment à la fois on peut faire avancer chacun des acteurs, et donc les accompagner sur leurs problématiques, donc des problématiques de tiers-lieux très spécifiques qui viennent nous demander un peu comment on fait pour monter un tiers-lieu, et en même temps pour essayer de travailler plutôt côté politique publique pour voir comment ouvrir d'autres façons de faire dans les programmes d'aménagement et les programmes immobiliers. On va bientôt arriver au terme de notre discussion. Puisqu'on parlait des acteurs, je voulais revenir avec vous, Franck Mackowiak, sur l'acteur que vous représentez en particulier, à savoir l'association Aurore, où ça paraît pas évident à première vue d'imaginer une association comme la vôtre avec un objet aussi délicat que l'hébergement d'urgence au sein de lieux qui peuvent être connus aussi pour les grands voisins. C'est un lieu où on va boire des verres, on va faire la fête. C'est une cohabitation qui peut interroger parfois. Et je pense à ça d'autant plus, j'étais il y a quelques jours dans cet endroit qu'on appelle, voilà que le nom me manque, vers le métro Ourcq à Paris, un bâtiment remarquable de l'agriculture urbaine. Voilà, bon, ça revient, ça nous revient, mais bref, peu importe. Et toujours est-il, on a la ferme du rail, voilà, exactement. Je vous prie de m'excuser. La ferme du rail, où là encore, on a une structure d'hébergement d'urgence qui est intégrée à un projet plus global, avec un restaurant, avec beaucoup de visiteurs, et le projet est comme ça depuis le début. Et enfin, c'est pas une surprise. Toujours est-il que il raconte aussi des difficultés de cohabitation entre des gens en situation de certaine fragilité pour qui ça peut être un peu dur aussi de voir tout ce défilement de personnes. Comment est-ce que, du côté de l'association Aurore, comment est-ce que vous gérez cette question-là? Est-ce que c'est un risque à prendre et ça fait partie des choses en contrepartie de tous ces espaces aussi sur lesquels vous pouvez vous implanter, ou alors est-ce que c'est peut-être pas un enjeu si notable que ça? Ça fait l'objet de questionnements réguliers. Déjà, ça dépend de la configuration des lieux. Il faut favoriser la diversité des occupations à condition que les lieux le permettent. On ne va pas mettre des chambres d'hébergement immédiatement à côté d'une salle de concert. Enfin, voilà. Là, on va retomber dans des éléments de programmation finalement classiques. Le fait qu'on soit dans du temporaire ne doit pas permettre de faire n'importe quoi. Tout comme le fait d'être dans l'occupation temporaire ne doit pas nous faire négliger des facteurs comme la sécurité incendie. Enfin voilà, il y a tout un corpus de règles. Mais pour revenir sur la cohabitation, alors nous, on est d'abord acteur de politique publique. Donc on est essentiellement financé par de l'argent public. Donc quand on monte un projet, pour obtenir le financement, parce que chaque dispositif fait l'objet d'une ligne de financement. On n'a pas un budget global pour Aurore par les financeurs publics, ça se fait vraiment dispositif par dispositif. Et si on a sur un même site plusieurs dispositifs, il faut monter les budgets pour chacun d'eux. Et donc il faut justifier, expliquer comment se fait le montage du projet. Dans un tiers-lieu, il faut également aussi expliquer quelles sont les autres occupations. Et évidemment, l'État, quand c'est l'État qui finance, s'il pense que c'est pas cohérent, il va aussi nous le dire. Donc il y a un certain nombre de garde-fous qui sont d'un côté les garde-fous que le corpus de règles et de contrôle qu'on peut avoir du fait de l'usage d'argent public s'impose à nous, et aussi
les règles qu'on s'impose nous-mêmes et également dans les partenariats qu'on monte avec Yes We Camp, Plateau Urbain et d'autres acteurs. Ce qui ne va pas sans difficulté parfois. Hein. Je veux dire, parfois on a envie de faire un lieu festif, mais le lieu en général peut ne pas s'y prêter. Enfin, voilà, donc ça fait l'objet de discussions et trouver le meilleur compromis possible pour préserver les intérêts et les enjeux des uns et des autres. Voilà. D'accord, bon, c'est... Philippe Risotti, oui. Oui, je voulais juste rebondir sur cette dernière observation, parce que je pense qu'il y a un point aussi qui est très important, c'est la manière dont l'urbanisme transitoire réinterroge l'architecture elle-même. Ça fera aussi peut-être la transition avec la table ronde à suivre, mais je pense que ce qu'il y a d'intéressant, c'est de se rendre compte qu'on est capable d'occuper temporairement un lieu, mais qu'un bâtiment peut être aussi adapté à ces occupations temporaires. En témoigne par exemple le projet de la Promesse de l'Aube d'Aurore, qui est là simplement une friche, c'est-à-dire un morceau de voie urbaine qui est mis à disposition dans un site extraordinaire qui est finalement la marge du bois de Boulogne, où là c'est une nouvelle forme d'architecture qui permet, par sa modularité, sa légèreté, sa capacité à se transformer rapidement, d'occuper temporairement un espace vacant pour abriter des gens. Et du coup, ce que je trouve intéressant, et qui est aussi une autre phase de développement, et qui, à mon avis, se justifie également avec l'évolution réglementaire, c'est-à-dire la RE 2020, où on évalue l'empreinte carbone de la construction, d'imaginer des occupations temporaires, mais aussi que les bâtiments ne sont que temporaires, et que du coup, on peut les déconstruire, les reconstruire, et ce qui va aussi dans cette tendance, c'est toute cette mouvance sur la réversibilité, des bâtiments qui ne sont plus programmés et qui sont là pour accueillir l'inattendu et qui sont là justement pour être capables de se reconfigurer. C'est peut-être cette légèreté, cette nouvelle tendance qui émerge avec ces urbanismes transitoires, qui est sans doute une belle voie à observer pour la suite. Un dernier mot, Fanny Cotet, vous nous avez présenté cette image-là encore. La qualité n'est pas exceptionnelle, mais le projet me semble assez intéressant. Si vous pouvez nous en dire juste un mot. Et là désolée, encore, c'était dans le train pour le MIPIM. Je pense que la connexion Wi-Fi était sollicitée par l'ensemble des participants, donc ça a dû être envoyé. Pourtant, elles sont de belle qualité d'habitude, je ne comprends pas trop. Alors ce lieu, c'est une cantine. C'est la cantine de Cocovelten, qui est un lieu d'occupation transitoire à la base, à Marseille, où on travaille cette fois-ci avec Yes We Camp, toujours, et le groupe SOS. Et ce lieu, il me semble intéressant parce que la ville de Marseille, en fait, se pose la question. Voilà, on a réussi à occuper ce bâtiment de manière temporaire, mais en fait, se pose la question de le beau projet qui a été développé, où je crois qu'il y a 80 places d'hébergement d'urgence, si je ne me trompe pas. En tout cas, la ville aimerait arriver à pérenniser ce projet, mais la question se pose de comment pérenniser un tel projet, dans la mesure où la ville n'a pas forcément vocation à préempter, à devenir propriétaire, etc. Comment on se structure, nous, à l'échelle du tiers-lieu qu'on a réussi à créer, où encore une fois, voilà, il y a les acteurs qui travaillent, associations, etc., mais aussi de l'hébergement, et il y a une vocation d'ouverture un peu sur l'extérieur et sur la ville, donc ça fait vraiment tiers-lieu un instant T. Comment on fait pour arriver à pérenniser ces initiatives, et donc là on travaille à plusieurs acteurs à l'échelle nationale au développement de solutions. Alors certains passent, on voit beaucoup de tiers-lieux qui essayent de pérenniser et d'acheter, de parvenir à la propriété, ou alors d'en passer par le bail amphithéotique avec des propriétaires bienveillants qui existeraient. Et on voit aussi émerger des acteurs que sont les foncières solidaires à l'échelle nationale. Et donc ça, c'est ce que j'observe un peu plus dans le cadre de ma recherche, effectivement, et de mon doctorat. Et ces foncières solidaires qui essayent d'être investisseurs un petit peu plus, avec des taux de rentabilité moins importants que des investisseurs classiques, qui vont aller chercher aussi des investisseurs solidaires, le soutien de la Banque des Territoires, etc., tentent de structurer effectivement des projets pour arriver à pérenniser ces projets de tiers-lieux. Donc, comme je le disais précédemment, tous n'ont peut-être pas vocation à se pérenniser, et c'est vrai que c'est bien de garder cette force de frappe de l'urbanisme transitoire, mais en tout cas, je tenais par finir sur cette image pour montrer que nous sommes en train de travailler là-dessus, et que certaines foncières et d'autres acteurs des tiers-lieux essayent de pérenniser ces actions. Et alors le dernier mot du dernier mot, peut-être pour vous, Théo Lachmann, c'était cette dernière image. Alors voilà, on l'a beaucoup cité depuis tout à l'heure, et peut-être si vous voulez nous dire en un mot pourquoi c'est pour vous un exemple de ce qu'on peut attendre demain des occupations temporaires. Oui, tout à fait. Puis la Friche La Belle de Mai, toujours à Marseille. Ça fait la boucle en plus avec ce que vient de dire Fanny.
C'est donc la friche Belle de Mai, donc vraiment une friche qui se pérennise avec le temps et qui a accueilli le premier séminaire des foncières solidaires qu'on a animé France Tiers-Lieux, donc avec Basse Commune, avec Plateau Urbain, avec plein d'acteurs des foncières pour justement trouver un moyen ou plusieurs moyens de pérenniser les tiers-lieux. Et bien sûr en gardant en tête effectivement que l'urbanisme transitoire est un moyen d'action qu'il faut aussi garder et il faut trouver cet équilibre entre les deux. Mais voilà, la friche Belle de Mai, c'est un super exemple de partenariat avec une collectivité qui a cherché à innover, à trouver des solutions juridiques pour pérenniser un tel lieu, et notamment par la mise en place de la première en fait SIC à cette échelle avec un acteur culturel. Et donc la SIC était partenaire. Donc c'est une société coopérative. C'est ça, société coopérative qui détenait le foncier et donc qui était responsable de tout l'aménagement du lieu, avec une association à côté responsable de toute la programmation culturelle. Cette SIC avait été caractérisée par un SIEG, donc c'est vraiment une obligation de service public en fait, demandée par l'État en échange de moyens financiers qui permettent de pérenniser aussi sur le temps la foncière. Et donc c'est cet équilibre entre partenariat public et acteurs locaux, où dans la SIC, il y a des collèges d'usagers qui sont présents et qui participent au même titre, en fait, qui sont aussi propriétaires en fait, au même titre que l'État. Voilà. Et pour d'autres exemples, vous les recensez peut-être, France Tiers-Lieux, tous ces lieux-là remarquables, vous avez une manière de les... Est-ce qu'il y a un coup de tampon quelque part pour, Non, alors il n'y a pas de labellisation tiers-lieu ou d'étiquette tiers-lieu. Nous, on fait un recensement annuel. D'ailleurs, on va bientôt lancer le prochain recensement. Le dernier recensement a permis de remettre le deuxième rapport au Premier ministre, qui s'est accompagné de plusieurs recommandations, justement, avec cette volonté de pérenniser les lieux. En tout cas de les développer et d'associer un peu plus l'acteur public dans ce mouvement citoyen. Et on peut y accéder à ce recensement, il est accessible, ouais. Tout à fait, et il y a la cartographie des tiers-lieux qui est ouverte. On travaille beaucoup avec cette logique d'ouverture et de libre, et donc la cartographie est accessible sur le site de France Tiers-Lieux. Avec voilà. 2500 tiers-lieux recensés en 2021, et donc là on estime qu'on est à peu près à 3500 tiers-lieux 2022-2023. Donc le pourcentage de ce qu'on a montré aujourd'hui, c'est très 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 restreint. C'est restreint, mais c'est représentatif. On pourra continuer la discussion comme ça. Merci. Beaucoup à tous les quatre. Et puis je remercie à titre personnel le ministère de la Culture et l'AFEX qui nous ont accueillis pour cette discussion qu'on va pouvoir sans doute retrouver bientôt en ligne. Merci à tous les quatre. À très bientôt. Merci.